Bonsoir Amanda. Rebonsoir. Comment vas-tu? Ça va toujours. Ça va? toujours. Yes. Je crois nous parler de l'écriture inclusive ce soir. Exactement, C'est pas exactement. vrai. Du coup, vous connaissez déjà tout vu que je vous en aurais déjà parlé. Je me serais déjà adressée à vous présents ici ce soir. Mais bon, On vu dit que rien. c'était saccadé pour toutes les personnes qui nous regardent, on va le refaire spécialement pour vous. donc Mais de voilà. la chance, hein. Du coup, effectivement, on va parler de l'écriture inclusive, donc qui sera le sujet de notre deuxième volet de l'émission. Donc, le Sénat a voté il y a 2 semaines une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive. Donc, afin d'être adopté, ce texte devra être mis à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et voté par les députés. Cependant, le chemin à parcourir avant d'être inscrit dans la loi est encore long, tant le clivage est grand. Donc l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? L'écriture inclusive, c'est une pratique linguistique visant à assurer une représentation équitable des genres dans le langage écrit. Donc elle cherche à éviter la prédominance du genre masculin en utilisant des formes linguistiques inclusives de manière à englober toutes les identités de genre. Donc cette approche cherche à promouvoir l'égalité des genres et à lutter contre les stéréotypes linguistiques qui peuvent perpétuer les inégalités. Donc les principales caractéristiques de l'écriture inclusive sont l'utilisation de formes neutres telles que l'emploi du point médian pour remplacer donc le point générique. Donc on dirait par exemple les étudiants.e.s. On aurait également l'utilisation de la barre oblique. Donc par exemple, même exemple, les étudiants.e.s. On aurait également le recours à des termes épicènes, soit des mots dont la forme ne varie pas entre le masculin et le féminin. Donc par exemple, on dirait les membres du corps professoral plutôt que les professeurs. Enfin, on aurait l'utilisation du pronom neutre de troisième personne qui serait yel, donc on connaît tous, qui permet de désigner les personnes non binaires. Donc l'objectif étant de rendre le langage plus inclusif et de refléter la diversité des genres. Cependant, l'écriture inclusive suscite de vifs débats, puisque certains soulignent qu'elle est nécessaire pour lutter contre les discriminations de genre, tandis que d'autres estiment qu'elle complexifie la langue et qu'elle peut paraître artificielle ou qu'elle contribue à mettre à mal la langue française, se tenant des gens en situation de fragilité. Donc certains critiquent dans cette lignée l'application systématique de l'écriture inclusive et affirment qu'elle peut rendre la lecture difficile et nuire à la fluidité du langage. Donc il est important de noter que l'adoption de l'écriture inclusive varie d'une culture à l'autre et peut être controversée dans certaines régions. Donc certains pays et institutions encouragent activement son utilisation, tandis que d'autres préfèrent maintenir des formes de langage plus traditionnelles. Donc la question de l'écriture inclusive reste donc un sujet de débat animé dans le domaine de la linguistique et de l'égalité des genres. Et du coup, on a 2 super débattants qui vont pouvoir nous exposer leurs arguments par rapport à cela. Oh bravo Amanda. Oh bravo. Merci. Oh c'était super, vraiment. Waouh. Franchement, c'était mieux. Tant mieux. Merci Amanda. Voilà, une petite introduction sur ce sujet. Belle joute à vous. On va commencer par une question très générale, puis ensuite on ira vers... C'est un peu comme le système de l'entonnoir, on commence par une généralité, On a puis l'habitude. ensuite... Voilà. Votre avis général sur l'écriture inclusive, voilà, pour ou contre, avec des arguments. On va commencer par Léonie. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à m'y intéresser. C'est notamment lié à mon emploi étudiant au sein de la mission égalité de l'université. Donc, forcément, quand je suis arrivée, on m'a aussi donné le guide pratique à l'usage du langage égalitaire. Et donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à plus m'y intéresser qu'avant. Ça arrive très tard, j'ai 20 ans. Donc, en fait, pendant les 20 premières années de ma vie, voilà, j'étais aussi habituée à ne pas l'utiliser, à ne même pas forcément y réfléchir à cette question. Et oui, c'est vrai que pour moi, c'est très important qu'on se sente toutes et tous concernés quand on s'adresse à nous. Et je pense pas que ça crée de réelles difficultés. Je pense que les langues évoluent et que c'est ça aussi la beauté de la langue, c'est justement de ne pas rester bloqué dans une conception du langage, surtout quand on sait qu'en réalité, c'est des questions qui sont très anciennes. Les questions d'écriture de langage égalitaire, d'écriture inclusive. Moi, je préfère parler aussi de langage égalitaire. Voilà. Oui, c'est une notion que tu as apportée tout à l'heure, de langage égalitaire. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'écriture inclusive? Pourquoi ce terme est utilisé justement pour éclairer Pour moi, le auditrices et langage auditeurs? égalitaire, ça me paraît plus neutre et justement plus voilà, dans le fait que on doit
se sentir concerné. Plus dans l'inclusion, finalement. Non, mais genre, on doit se sentir concerné si on est une femme et si on est une femme comme si on est un homme. Et égalitaire, c'est vraiment l'égalité. Il n'y a pas de question de supériorité et justement que voilà, on veut s'imposer. Non, pas du tout. Enfin, pour moi, égalitaire, langage égalitaire, c'est aussi une manière d'essayer de neutraliser justement, enfin de rendre neutre ces questions-là et y compris dans la manière dont on en parle. Voilà. Quentin, avis, réaction? Bah moi, pour rester, on va dire, dans un peu la généralité, moi je peux comprendre tout à fait cette action de ajouter un principe d'égalité entre les hommes et les femmes, mais pour moi, le fait d'y inclure une écriture inclusive amènerait à déstructurer en fait la langue française. Je reprends un petit peu les propos d'Amanda qui a fait une superbe chronique d'ailleurs, mais voilà, Bravo! Bravo! je trouve qu'elle porte atteinte à sa lisibilité et aussi à l'universalité de sa portée, parce qu'on parle de la langue française en France, mais il ne faut pas oublier que quand même elle est parlée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Donc je trouve que quand même c'est un chiffre qui est quand même assez important, parce qu'on parle aussi de la sixième langue la plus parlée au monde. Donc le développement de cette langue et de cette écriture inclusive, c'est aussi, ça peut provoquer des risques parce qu'elle est extrêmement fragilisée. On l'avait dit, Amanda l'a brièvement évoqué, mais on voit que on a une baisse du niveau des élèves, notamment en lecture, en orthographe aussi, qu'on lit également moins de livres que par le passé. Et ça nous amène à réfléchir sur la question de l'écriture inclusive. Et l'autre critique que je pourrais y amener, c'est son manque, on va dire, son manque de contrôle. Son manque de contrôle et qu'elle ne soit pas, on va dire, assez stabilisée. Donc on a besoin que le législateur aussi, de par du coup l'action du Sénat dans son rapport, en fait, intervienne pour aussi essayer de calmer le jeu, si on peut le dire, et d'y établir des règles. Après, évidemment, l'écriture inclusive a été, on va dire, présente sans vraiment l'être, mais avec la règle de proximité. Mais je ne sais pas si tu veux répondre. Ouais, pour moi, en fait, déjà, le fait que le Sénat s'empare de la question, ça reste vraiment de l'ordre des institutions étatiques et tout ça, auxquelles nous, on n'a pas forcément accès facilement et tout ça. Mais par exemple, si je replace ça dans le contexte de l'université, typiquement, le fait d'avoir des enseignants ou des enseignantes qui nous parlent en utilisant la double flexion, moi, je sais qu'aujourd'hui, je le remarque et que du coup, ça me permet des fois aussi, quand je peux un peu décrocher du cours, de me dire « Ah ouais, c'est cool et tout », donc je m'y remets bien et tout ça. Typiquement aussi, quand je lis des formes d'inscription et tout ça, souvent, il y a, en tout cas de la part des associations desquelles je reçois ces formes-là, il y a l'usage du point médian, qui est très, très courant en fait, même si justement il ne faut pas réduire, selon moi, le langage égalitaire à ce point médian. Il y a plein d'autres outils qui permettent d'inclure tout le monde. Et donc quand je lis ces formes-là, je trouve ça hyper pertinent parce que c'est de la ponctuation. Et de la ponctuation, on en a déjà, on ne la prononce pas. Ça permet juste, quand on lit, de se dire « Ah bon, bah voilà, ça s'adresse aussi à moi et il me le fait comprendre en ne me masculinisant pas si je ne suis pas un homme. » Alors ok, on nous apprend que le masculin l'emporte sur le féminin quand on est à l'école. Je suppose que si on veut rendre le langage plus égalitaire, il suffit aussi, mais c'est un travail qui est très compliqué à penser aussi, de changer ce biais-là à l'école aussi, parce que je pense que ça doit se faire quand on est très jeune, de ne plus nous parler de cette manière-là, parce que justement quand on est jeune, et notamment quand on est tout petit, toute petite, on ne se pose pas forcément les questions, on n'est pas forcément choqué d'entendre le masculin l'emporte sur le féminin, alors que ça peut façonner des esprits de manière hyper inconsciente et sans s'en rendre compte, qui peuvent ensuite être, je pense, dangereux pour l'inclusion, parce qu'en fait, la question de l'écriture inclusive ou du langage égalitaire, elle renvoie aussi plus largement à dans quelle mesure est-ce qu'on se sent inclus dans la société, dans les questions sociétales, dans les débats publics. On parle beaucoup de notions justement pour introduire ce débat. Est-ce que toi, Quentin, tu penses que les règles et les conventions de l'écriture inclusive
sont-elles finalement clairement définies? Pour moi non, et c'est ce que je vais répéter ce que je viens de dire, c'est que pour moi en fait ce discours en fait il est fondé pour moi dans l'incompréhension de la langue et aussi ne pas voir aussi la différence entre la langue et le discours. Pour moi, et je pense et je vais m'attarder pas mal là-dessus, c'est l'usage de la langue, parce qu'évidemment tu viens de l'évoquer, le masculin l'emporte sur le féminin. Et quand on est jeune, on peut penser aussi qu'il y a un rapport de domination. Sauf que pour moi, ce qui est important à dire, c'est que là, on parle d'une catégorie grammaticale. Évidemment, moi, en fait, quand je vais te parler, je vais pas avoir une attitude, on va dire, inégalitaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais en fait, pour moi, en fait, si tu t'adresses qu'à moi, c'est pas comme si tu t'adresses à une assemblée ou. Enfin, c'est pas pareil. Tu vois, si tu t'adresses à moi en tant que personne, Oui. bon, bah forcément, tu vas construire ton discours par rapport au fait que tu t'adresses à moi. Mais si euh, tu fais une allocution, par exemple, et que du coup, tu t'adresses à un ensemble de personnes qui comprend à la fois des hommes et des femmes, et puis en fait, la double flexion, elle est déjà très utilisée dans les discours Oui. politiques. Française, français, bonjour à toutes et à tous. Et en fait, même à. Enfin, voilà. Je Oui, non, mais comprends pas ça. trop en quoi. Non, mais je suis d'accord sur le fait que là, tu parlais de la double flexion, mais ça, par exemple, c'est des solutions qui sont mises en place, notamment par le Sénat, pour en fait un peu plus encadrer ce qu'on pourrait dire cette écriture inclusive. La double flexion, le point médian, ça, c'est des choses qui ont été élaborées et c'est ce qu'on appelle en fait un accord de proximité. L'accord proximité, en fait, ça existe depuis le XVIIe siècle et ça a été utilisé jusqu'au XIXe siècle. Sauf qu'en fait, à partir d'un moment, notamment avec le développement et la démocratisation de l'école, on a du coup essayé on va dire, de faire un tri et de dire que voilà, pour que les jeunes écoliers français, il faut qu'on établisse une langue qui soit parlée par toutes et tous. Donc on a lancé du coup ça. Mais l'accord de proximité, comme le point d'inflexion, le point médian, ça existe toujours. Mais c'est juste que c'est moins utilisé et les gens le voient pas. Mais après, on va avoir tendance en fait à pousser en fait ces accords de proximité comme en fait un changement dans la règle grammaticale. Sauf qu'en fait, de parler quand on voit parler à l'écriture inclusive, en fait, ça amène en fait à faire des fautes de français, des grosses fautes. Je pense que même sans parler et adopter un langage égalitaire, il y a déjà des problèmes d'orthographe. Donc c'est pas. Enfin, je vois C'est pas trop le Oui, rapport de base, entre. bien sûr. Ah oui, c'est... Enfin, de base, enfin, à l'origine, voilà, il y a des problèmes d'orthographe. C'est peut-être dans la manière dont l'orthographe est enseignée. Et ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas offrir le choix et informer sur d'autres manières de s'exprimer, y compris quand on s'adresse à des enfants. Oui, d'accord, mais on peut d'accord pour informer, mais après il faut y établir quand même des certaines règles, parce que moi c'est vrai que quand je me suis renseigné sur l'écriture inclusive, c'est vrai que ça part un petit peu pour moi de mon côté, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc Ouais, après, comment expliquer à des enfants quelque chose qui est là depuis un certain temps? Je suis ok pour parler de progrès et de modification, mais ce qu'il faut, c'est y établir quand même un certain cadre. C'est ça que je veux dire. Hmm. L'action en soi, je peux la comprendre parce que c'est un moyen de lutter contre les inégalités. Ça, je le comprends tout à fait. Mais je ne sais pas si on est vraiment dans la bonne, on va dire, arène pour y amener si je pourrais dire, un combat en fait. C'est une pour bonne pub l'égalité. pour notre émission, ça. Mais j'ai réussi à L'arène. glisser. Eh J'ai ouais. réussi à glisser. C'était C'est un parfait. test, c'était un... Ouais, Ah, c'était pour voir. voilà, bravo. On peut applaudir, franchement. Et glisser au bon moment, ouais, bravo. Ah, bravo. Léonie, oui, par rapport à ce que disait justement Quentin sur cette question-là, est-ce que on sent des avis divergents, mine de rien. Tu disais tout à l'heure sur la question de l'orthographe, le niveau est, enfin, il est de plus en plus catastrophique en primaire. Sans écriture inclusive en soi. Oui, oui, mais justement, est-ce que Mais Mais il y a le fait de développement, rajouter des l'écriture réseaux inclusive, sociaux aussi. est-ce que de rajouter, certains pensent que l'écriture inclusive peut rajouter en fait de nouvelles notions, alors qu'on n'a pas forcément réglé des notions de base sur les difficultés en orthographe. Et est-ce que c'est pas finalement superposer des difficultés Moi, je pense que c'est juste repousser le problème
pour ne Il y a pas cette s'en vision-là emparer, aussi, bien sûr. voilà, enfin, pour ne pas s'en emparer tout de suite. Voilà, enfin, du coup, je suis pas vraiment convaincue par ça. Tu veux dire par rapport, en fait, intégrer l'écriture inclusive Non, permettrait en de... fait, moi, mon idée, c'est de ne plus seulement euh, apprendre aux enfants quand ils sont à l'école euh, qu'il n'y a que cette manière-là de parler et du coup de penser aussi qui existe, mais de leur faire comprendre et d'essayer de leur apprendre qu'en réalité, il y a d'autres manières de parler et ça n'entraîne pas forcément l'usage du point médian, mais le fait voilà, d'utiliser la double flexion. Et, et, et vraiment, je pense que ça doit se faire quand ils sont très jeunes. Après, c'est vrai qu'il faut établir des conventions qui soient plus clairement définies. Là-dessus, j'ai aucun problème. Mais ça prend du temps. Et justement, c'est parce qu'il y a des dissensions qu'on peut construire et amener, enfin, ça se débat et tout ça, et amener du coup à essayer d'établir des conventions. Néanmoins, il ne faut pas non plus se dire qu'il faut repousser ça trop et tout ça. Enfin, par exemple, il y a Emmanuel Macron qui, pendant son discours à Villers-Cotterêts, déjà, il a axé le truc clairement sur le point médian et ça omet toute une partie des outils qui existent pour adopter un langage plus égalitaire. Et il y a aussi l'idée, du coup... Oui, mais non, mais par rapport tu disais à la double flexion, tout ça, en fait, c'est on en parle déjà parce que le Sénat en fait oui, propose en fait c'est des solutions et c'est le Haut Conseil en plus, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui ont proposé ces solutions au Sénat et dans leur leur proposition de loi, ils ont établi le fait qu'on pourrait, en accord avec du coup ce que tu viens de dire sur à Villers-Cotterêts de la part d'Emmanuel Macron d'instaurer en fait ce genre de langage. Mais en fait, il y a aussi un rapport de peur parce que quand on voit une langue française qui se fragilise et d'un autre côté, on voit l'apparition d'une nouvelle écriture, de quelque chose qui quand même s'impose entre guillemets parce qu'on le voit dans la population française, en fait, il y a très peu de personnes qui sont pour l'arrivée d'une écriture inclusive. Et il y a des chiffres. Vous en parlez autour de vous, en cours, etc., de cette question-là, et quels avis émergent toi, Léonie, est-ce que tu en parles dans ta licence, par exemple et est-ce que déjà, quand tu étais en internat, cette question revenait, t'en parlais avec tes potes, etc. Non, justement, moi, c'est vraiment depuis que je travaille que je vais commencer à essayer de m'intéresser à ces questions-là. Mais après, c'est vrai que sinon, faut déjà avoir des amis qui sont ouverts à ce genre de discussion. Bon, bah, c'était mon cas, donc tant mieux. Des collègues aussi, parce que je pense que c'est important d'ouvrir, d'élargir les personnes avec lesquelles on en parle. Et après, même, bah, comme je disais, typiquement sur les formes et tout, bah, forcément, des associations, souvent il y a l'emploi, en tout cas de ceux que je reçois, l'emploi du point médian. Et du coup, bah, moi, je me suis habituée à lire ça. Et franchement, c'est pas plus difficile de lire un texte avec des points médians que de lire un texte sans point médian. Voilà, c'est juste un ressenti que j'ai par rapport au fait que oui, ça va devenir plus difficile de comprendre la langue et tout ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que on a déjà l'habitude, en vrai, de le lire selon certains documents. Et puis tout à l'heure, tu parlais des livres, on lit de moins en moins de livres, mais forcément, si on lit des romans, c'est pas non plus un truc qui, enfin, c'est pas les romans, ils sont pas écrits de manière à être euh, écrits avec de l'écriture, enfin avec un langage égalitaire. C'est avant tout, je pense, pour raconter une histoire. Et puis c'est aussi un peu fictif, fictionnel souvent. Enfin, c'est imaginé. Donc il y a pas, enfin, je pense qu'il faut pas non plus déborder sur certaines questions de lecture. On lit de moins en moins. Je vois pas trop le rapport parce que surtout si on Oui, mais considère les romans, il n'y a pas vocation à tourner le débat là-dedans, enfin, dans les livres. oui, mais après, moi, je parlais du cas des livres, c'est surtout par rapport aux fautes d'orthographe que font les élèves, parce que on le voit, on est de plus en plus sur nos téléphones. Moi, je le remarque, je fais des fautes que je ne faisais pas avant. Donc, moi, je parle pas par rapport à l'écriture inclusive. Là, j'explique, là, quand j'ai parlé que
les jeunes lisaient de moins en moins, et les Français lisaient de moins en moins, c'est par rapport à cet aspect de fragilité de la langue française. C'est surtout par rapport à ça que j'ai appuyé sur ce point. Ok. Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Par exemple, des temps de lecture. Donc, je sais qu'on avait ça à l'internat. Il y avait tous les jours où ils nous disaient bon, bah, pendant 20 minutes, vous sortez un livre. Après, c'est sûr qu'on était dans une école particulière, qu'il faut peut-être essayer de généraliser des mesures plus largement dans toutes les écoles, parce qu'on sait très bien que la différence, en réalité, elle ne se fait pas à l'école, hein, elle se fait quand on rentre chez nous. Donc, il faut essayer de, à ce moment-là, si c'est ça la question, essayer de mettre en place des choses à l'école qui soient obligatoires pour inciter les élèves à davantage lire. Et peut-être que ça entraînera de fait euh, moins de fautes d'orthographe de la part des jeunes et tout ça. Mais après, je pense que c'est un travail du coup qui doit se penser, mais c'est pas sur les mêmes questions, quoi. Si on étend la question, mine de rien, aux inégalités de genre, parce qu'on parlait beaucoup de romans, etc., est-ce que vous pensez, vous, que l'écriture inclusive permet-elle d'irradier ces inégalités de genre? Et existe-t-il d'autres moyens plus efficaces afin de lutter contre ces mêmes inégalités de genre, Quentin? Bah, pour moi, je ne vois pas en quoi en fait ça va réduire les inégalités de genre. Parce que pour être tout à fait franc, moi je vois du fait que la population en fait, n'accepte, n'est pas trop pour cette écriture inclusive. Moi, je vois surtout cette écriture inclusive comme plus une démarche militante. Donc, je vois pas en fait ça va pour moi plus provoquer en fait des inégalités qu'autre chose. Moi, pour moi, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes se font ailleurs. Là, on l'a vu le 3 novembre à 11h44 précise, les femmes ne gagnaient plus d'argent jusqu'à la fin de l'année. Et on parle quand même, pour un poste égal, d'une différence de salaire entre 4 et 5%. Moi, je pense que le vrai combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes se font ici. Je vois pas. Je vois pas en quoi l'un empêche l'autre. Enfin, je vois pas en quoi le fait qu'il y ait des inégalités financières dans le monde du travail empêche le fait qu'on puisse aussi se saisir de la manière dont on parle de nous, on s'adresse à nous, et de la manière du coup dont on nous inclut dans les propos qu'on je sais pas comment dire, mais voilà. Oui, bah, moi, je, moi, je pense que en fait, avec la langue qu'on a aujourd'hui, en fait, on peut inclure les femmes. En fait, tout dépend en fait de l'usage qu'on fait de cette langue. Pour moi, c'est ça en fait Mais, le vrai débat. mais je pense que le masculin comme neutre n'est pas forcément vécu comme neutre par toutes les femmes. Bah, alors, ça veut dire qu'il faut mieux informer les gens parce que je vois pas en quoi ça amène des problèmes d'inégalité. En fait, je comprends pas en fait pourquoi on va sur ce terrain-là pour lutter contre les inégalités. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, si on prend par ordre de priorité, je pense qu'il y a d'autres combats. Et ils sont pas complètement. Enfin, ils sont aussi menés en fait. Donc, Ils sont menés, on voit, il y a ça d'autres fait, ça formes. fait quand même quelques années quand même qu'on parle d'inégalité de salaire, mais j'ai pas l'impression qu'on avance sur ce sujet. Moi, c'est ça. Tu m'as l'air dubitatif sur cette remarque, Quentin, Léonie, Non, je sais pas trop. sur la remarque de Quentin, justement. Mais si on continue à élargir... J'ai pas dit que le fait d'adopter un langage égalitaire, ça allait réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, mais je pense que ça permet quand même de faire se sentir concernées plus de personnes quand on s'adresse à la population en général. Mmh. Et c'est déjà en fait aussi le cas. Dans les discours politiques, dans les allocutions, voilà, il y a quand même ce fait de s'adresser aussi et d'essayer parfois d'inclure les hommes et les femmes en les distinguant et en ne disant pas forcément, en ne parlant pas que des hommes, ou voilà, mais c'est pour ça en fait. Mais si je rebondis là-dessus, peut-on finalement lutter contre les inégalités de genre sans modifier la langue française? Parce que finalement, l'écriture inclusive, c'est pas un totem. Mais en Parce fait, que- c'est pas vraiment modifier la langue française. Pour moi, en fait, il y a déjà des manières de parler ou d'écrire sans forcément même inclure de la ponctuation là-dedans,
qui permettent d'inclure pour autant à la fois les hommes et les femmes sans tomber dans le truc du masculin qui rend neutre, je pense. Enfin, voilà. Quentin. Moi, je suis d'accord en fait dans la manière en fait dont tu expliques l'écriture égalitaire. Je vais dans ton sens. Sauf qu'en fait, les porteurs en fait de cette écriture inclusive en fait vont plus loin. Par exemple, quand on parle par exemple de l'écriture inclusive non binaire, ça part, je suis désolé de dire, mais ça part dans tous les sens. Et là, on dénature totalement, l'écriture, la langue française. Quand on le voit, je peux le montrer, quand on le voit c'est l'université de Lyon qui avait fait un sujet d'examen de droit écrit et qui parlait en écriture inclusive non binaire. Artie est une personne non binaire en mariage depuis 2018 avec une autre personne non binaire, Maki. Tous deux sont de nationalité allemande. Hals vivent en France. Les professionnels de santé ont accepté de les prendre en charge médicalement. En juillet 2022, lors de la naissance de leurs enfants, appela Pris, Maki, qui avait accouché, a été reconnue à l'état civil comme mère. Ouais, mais là, t'es allé dans... Non, mais c'est de l'écriture inclusive non C'est un binaire, vrai et ça sujet vient- et c'est un vrai sujet d'examen de droit écrit à l'université de Lyon. Mais je pense que ça veut dire aussi qu'on les a rendus familiers, les étudiants et les étudiantes de l'Université de Lyon, avec ces questions-là, justement. On ne leur a pas imposé l'examen sans peut-être auparavant avoir essayé de leur faire comprendre, ou peut-être qu'ils en ont parlé en cours, dans leur manière, d'un point de vue juridique aussi, et que c'est pour ça qu'ils ont eu un sujet qui justement reprenait ça, pour voir aussi s'ils comprenaient, pour avoir fait du droit, de toute manière, Oui, mais je veux dire, tu portais l'idée que fallait pas. On faisait une évolution de la langue française, c'est ce que tu venais de dire. Là, je veux dire, je lis ça. Là, je reconnais pas la langue française. Là, je veux dire, là, c'est des erreurs. C'est des erreurs. C'est des erreurs de français. Oui, Enfin, je vois pas. Moi, je vois pas. Je vois pas. Oui, mais moi, je vois pas comment Même toi, est-ce que tu es déjà tombé sur dans une école, tu dis voilà, on va apprendre dès le plus jeune âge d'apprendre ça. Ça reste mon avis personnel. Peut-être d'autres personnes le voient d'un autre angle, mais je sais pas. Mais de ton côté, quand tu défends l'écriture inclusive, je vois que en fait, ce que tu développes là, en fait, c'est des choses en fait qui sont déjà ça existe. que ça existe, et on commence à le mettre en place à travers le Sénat. Comme tu as dit, la double flexion, tout, je me répète, mais ça a été proposé et ça va être mis en place. Après, ça a soumis à un vote, mais ça va être en place. Sauf que moi, ce que je suis contre, c'est tous les débordements et le fait qu'il y ait un manque total en fait de règles, ce qui peut faire peur, et c'est pour ça que le législateur doit intervenir pour permettre d'encadrer. Je dis pas qu'il faut ne pas faire évoluer la langue. Vaugelin, qui était le plus grand grammaticien français, disait que dans les 30 prochaines années, je veux dire, il a mis en place ce qui est la langue française d'aujourd'hui. Il a dit, mais dans 30 ans, peut-être, ça ne sera pas la même langue qu'on a connue 30 ans avant. Donc, je suis d'accord pour faire évoluer, mais évoluer jusqu'à un certain point qui ne dénature pas, en fait, ce qui fait la langue française. Mais je rejoins ton avis sur le fait qu'il doit y avoir quand même des évolutions. Parce que mine de rien, qui ne doit pas non plus tout dénaturer. On revient à la question de base, est-ce que l'écriture inclusive, finalement, elle est applicable à l'écrit à travers ce qu'on a vu à Lyon, est-elle applicable à l'oral? Moi, je pense aussi qu'il y a la question de l'accord de proximité. C'est super intéressant parce que du coup, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est utilisé. Et qu'est-ce que l'accord de proximité pour celles et ceux qui... Par exemple, le fait de dire les hommes et les femmes sont belles, parce que c'est femmes qui précèdent l'adjectif. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui existait et qui était employé il y a super longtemps. Je crois que c'était au Moyen-Âge. Bref, on avait vu ça en première année, cours d'histoire des femmes et tout, que c'était quelque chose qui a été vraiment courant, en fait, et que du coup, on n'accordait pas tout au masculin et de manière forcée. Et en fait, ça a disparu. Enfin, en tout cas, ça a été complètement négligé et complètement aboli pour des raisons, il me semble, éminemment politiques et aussi idéologiques il y a longtemps. Mais aujourd'hui, du coup, on peut se dire,
est-ce que à l'oral, du coup, on peut pas aussi essayer d'accorder le verbe avec, enfin, pas le verbe, mais les adjectifs et tout ça, en fonction de cet accord de proximité-là? Ça me semble pas infaisable, en fait, à l'oral, notamment quand on parle. Juste, ça s'apprend. Et c'est sûr qu'on n'est pas toutes et tous nés avec, de toute manière, euh, une certaine idée qu'on peut se faire de la langue française. De toute manière, la langue française, on l'a appris, on continue de l'apprendre tous les jours. Et je pense que du coup, c'est des choses qui pourraient en fait évoluer aussi, y compris sur l'expression orale. Il y a forcément d'autres moyens et d'autres outils de penser un langage plus égalitaire. Quentin? Bah, moi, j'ai la définition de ce qu'est la règle de proximité, donc on va faire un petit peu de cours de français, si ça ne gêne Messieurs, dames. personne. Mais voilà, c'est un accord grammatical qui consiste à accorder le genre et éventuellement le nombre de l'adjectif avec le plus Mm. proche des noms qu'il qualifie, et le verbe avec le plus proche des chefs des groupes coordonnés formant son sujet. Bon appétit. Mais voilà, j'en avais déjà parlé juste avant. Oui, ça a été très utilisé et très présent au XVIIe siècle, et ça a continué jusqu'au XIXe siècle. Mais c'est en fait, ça n'a jamais disparu, cet accord de proximité. C'est juste qu'avec la démocratisation de l'école, on a fait la manière, en fait, on a essayé de décider pour que ça soit la manière la plus universelle et apprise de toutes et tous. Et donc, on a un petit peu abandonné cet accord de proximité. Mais elle n'est pas interdite aujourd'hui. Voilà, Mais voilà, mais elle était appréciée ça veut notamment. dire que ça peut quand même être appris. Oui, ça peut être Voilà, appris, et, mais et y compris à l'école. C'est juste que ça Oui. nécessite pour ça de changer un peu de paradigme. Et c'est jamais facile en fait pour les institutions Oui. de se renouveler, il me semble. Mais ça, justement, ça va être accepté, ces accords de proximité. Ça va commencer à être mis. Mais c'est juste la petite subtilité et ce qu'il faut faire attention, et c'est ce que dit le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que l'accord de proximité qui s'opère non pas selon la règle grammaticale, donc qui est le masculin qui le remporte sur le féminin, mais avec le terme le plus proche. Ouais. Et donc, des adeptes de l'écriture inclusive, ils peuvent avoir une tentation de la modifier, non seulement le lexique, mais aussi en fait les règles qui fait la grammaire française. Et c'est là où il faut faire attention dans cet accord de proximité. Mais bien sûr, si on arrive à bien l'encadrer, voilà. Mais dans tous les cas, même à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas interdiction d'utiliser ces accords de proximité. Pourtant, Et là, on oui, mais ne nous apprend pas à les on ne nous apprend pas, utiliser. et c'est pour ça que le Sénat, Voilà. comme je le dis, va l'en développer sous le contrôle du Haut Conseil d'égalité, a dit du coup de promouvoir, on va dire, ces choses-là. Et Emmanuel Macron l'a dit aussi à Villers-Cotterêts. Voilà. On me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas, qu'il y a des réactions sur le chat des viewers. Déjà, excusez-nous pour les problèmes techniques. Mais Tu peux alors, pardonner. on a une question de Amanda Fabre qui dit le problème vient Bonjour, certainement de l'Académie française. Ne faudrait-il pas supprimer cette institution conservatrice? Qu'en pensez-vous? Déjà, Amanda met les pieds dans le plat, clairement. Hein. Mais au-delà de ça, qu'en penses-tu, toi, Léonie? Est-ce qu'il faudrait supprimer cette académie conservatrice, comme dit Amanda? Je pense pas forcément qu'il faut la supprimer. Après, je pense qu'il faut aussi qu'ils s'emparent aussi des questions actuelles, des débats actuels, et peut-être que eux aussi prennent en considération tout ça pour aussi penser la manière dont la langue française évolue, parce que c'est pas une langue je pense que c'est pas une langue qui doit rester telle qu'elle et rester figée. Et voilà, c'est aussi ça, je pense, qui fait la beauté de la langue, c'est qu'elle ne cesse d'évoluer. Et donc, du coup, il faudrait peut-être pas forcément supprimer l'Académie française, mais qu'ils ouvrent aussi un peu leurs considérations quant à ces questions. Ça me Quentin? paraît pas impossible. Oui. Oui, bah c'est vrai que dans la création de cette académie française, c'est vrai qu'à date quand même je fais un petit cours d'histoire, mais de 1600. Après le cours de 1600. français, le cours d'histoire. Voilà. Mais je pense C'est un que prof multitâche. Oui, je pense que c'est ça, c'est ma licence qui revient. Mais oui, ça a été créé en 1634 et elle a survécu à la Révolution française. Donc c'est vrai que ça a été composé pendant très longtemps d'hommes de la noblesse,
donc des hommes élitistes, ce qui est vrai, donc ce qui a composé, on va dire, l'académie. Mais pour revenir un peu du coup avec cet aspect, on va dire, égalitaire, et du coup la place de la femme dans l'Académie française, elles ont participé à l'établissement, on va dire, et à l'usage de ces langues, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre les années 80, et c'est surtout grâce au combat mené par Jean d'Ormesson, qui a intégré la première femme, qui est Marguerite Yourcenar, mais en 1980. Et à l'heure actuelle, on a 5 femmes, Ouais, 5 femmes à l'Académie française. Et on a eu notamment Simone Veil. Ouais, c'est très... Voilà. C'est très peu, je suppose, par rapport au nombre de Oui, sièges. c'est très. qu'il y a, Oui, en oui, fait. bien sûr. C'est Ça aussi qui rend peut-être plus difficile l'évolution de la pensée de la langue aussi à l'Académie française. C'est parce que justement, les femmes, elles sont sous-représentées par rapport aux hommes. Et puis ça me fait aussi penser au Panthéon. C'est pas le même délire, mais ça se rejoint, il me semble. Voilà. Bah, je veux dire, c'est quand même assez. Dans l'histoire, c'est quand même assez. Ça fait pas très longtemps en fait qu'on intègre que ces femmes. Et je pense qu'il faut, pour répondre à Madame Fabre, c'est que je pense pas qu'il faut supprimer l'Académie française, mais continuer à aller vers ce processus égalitaire et à intégrer des femmes dans cette Académie française qui permettra du coup d'amener à ces évolutions. Et voilà, je recite Vaugelin, mais voilà, dire que la langue que j'ai fait là, dans 30 ans, sera différente. Donc, bien sûr, la langue est en constante évolution et il faut que les femmes y participent activement. Merci en tout cas à Amanda Fabre. J'espère qu'elle continue de nous regarder à l'heure où l'on se parle. Voilà. D'autres réactions sur le chat des viewers? Non, pas pour le moment. Pas pour le je moment. reviendrai vers toi. Eh ben, on va passer à la joute finale. Alors là, je me prépare. C'est une question. C'est la dernière question de cette soirée. C'est la joute finale, tout simplement. Une question très simple. Vous allez avoir 1 minute, chacune et chacun, pour y répondre. Question très simple. Si vous aviez en face de vous un étudiant ou une étudiante, neutre sur la question, comment, en 1 minute, vous pourriez la convaincre de votre position développée ce soir? Quentin, face caméra, 1 minute, je t'en prie. Non, je pense que le plus important et ce qu'il faut retenir, et pour faire un petit peu la synthèse de ce que je viens de dire, c'est que l'écriture inclusive, elle pour moi, déstructure en fait la langue et qu'il faut, on va dire, la contrôler. Je suis d'accord pour la faire évoluer, mais qu'elle soit contrôlée par le législateur. Et voilà, tout simplement. Mais je ne suis pas contre faire des évolutions. Voilà, mais je pense que j'ai été assez court, mais voilà, je vois pas sur quoi d'autre m'attarder, sur le simple fait que voilà, je pense que si, pour rejoindre du coup les partisans de cette écriture inclusive et égalitaire, c'est de là mener aussi d'autres combats. Je pense qu'aussi il y a d'autres combats aussi importants que l'écriture, mais il faut la faire évoluer, mais pas dans son intégralité et pas comme voudrait l'être l'écriture inclusive. Léonie, si tu devais défendre ta position. Moi, je pense que c'est important d'adopter aujourd'hui un langage plus égalitaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer des conventions pour justement créer des consensus et que ce soit plus facile à être enseigné. Voilà, donc je pense que là-dessus, on se rejoint plutôt. Et puis c'est plus facile aussi, par exemple, quand on mène des études scientifiques, d'essayer de réduire les biais cognitifs et tout ça, en essayant, dans la manière dont on pose nos questions, que tout le monde se sente concerné, pour qu'à la fin, on ait les données qui soient le plus représentatives possible. Là, je parle en tant qu'étudiante en sociaux, mais des données qui soient le plus représentatives possible dans l'enquête qu'on cherche à mener auprès d'une population, quoi. Voilà, c'est tout. Léonie, merci. Quentin, merci.
à vos votes sur le sondage qui est lancé donc tout de suite sur le live. Et pour clôturer cette émission et pour que vous ayez le temps évidemment de choisir votre tribun de la semaine, on va accueillir Thomas. J'espère qu'il... Alors, il va arriver dans quelques instants, notre cher Thomas. Voilà, il est là. Thomas, je t'en prie, il est là. Qu'on applaudit. Céline Monture, bonsoir. Seconde. C'est bon, vous m'entendez là? Voilà, posez, mets-toi. Bonsoir à tous. Thomas, tu as 4 minutes à peu près pour nous faire une chronique sur l'actu. Tu as choisi carte blanche pour choisir une actu. Je t'en prie, c'est à toi. Thomas. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier ceux qui sont là parmi nous et les débattants. Alors là, vous êtes en train de vous dire, encore lui, mais vous avez tout à fait raison, c'est encore moi. Alors, là on a une affaire, l'affaire Dupond-Moretti qui a été condamné à une autre prison avec sursis. Et Il n'a pas été condamné. oui, en fait, il y a l'affaire Dupond-Moretti. Et là, la condamnation est tombée il y a quelques heures, qu'il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et des euros d'amende. Alors, dans un monde où les titres de journaux... On me fait des grands gestes. Vas-y. Si, il y a 1 heure, il a été en fait... C'est le procureur général qui a requis 1 an. Oui. Oui. Attends, je regarde. Et Thomas est juge, lui. Je Voilà. regarde. Condamné. Bon. C'est ça qui est drôle avec Thomas. Ah oui, très bien, non, désolé. Excusez-moi, en fait, Excusez-moi. c'est le procureur en fait, qui a requis une condamnation contre lui. Voilà. Et donc, on se pose des questions. Dans un monde où les titres de journaux sont parfois tout droit sortis d'un script de comédie, l'affaire d'Éric Dupond-Moretti, notre illustre ministre de la Justice, s'inscrit comme un épisode mémorable. Imaginez la scène, un tribunal, des juges solennels, et au centre, non pas un justiciable lambda, mais le garde des Sceaux. Alors, Dupond-Moretti, jadis avocat redouté, connu par ses plaidoyers flamboyants, se retrouve aujourd'hui dans la position inhabituelle de l'accusé. Ironie du sort? Peut-être, mais n'oublions pas que derrière cette ironie cache une réalité plus sérieuse, celle d'un système judiciaire qui se doit d'être impartial, même quand il juge les siens. Alors, la demande de peine, 1 an avec sursis, comme Gabriel l'a souligné, voilà de quoi susciter un sourire en coin. Est-ce une clémence judiciaire ou une affirmation que même des hauts placés ne sont pas au-dessus des lois? La question reste évidemment ouverte. Alors, pour une deuxième actualité, pour apaiser la tension après vif débat sur l'écriture inclusive, alors le 11 novembre, vous avez vraiment parlé? Alors, le 11 novembre, vous avez parlé du 11 novembre. Alors, lors de la cérémonie du 11 novembre, Emmanuel Macron a rappelé l'importance du devoir de mémoire. Mais est-ce que la jeunesse française se souvient encore pourquoi ce jour est férié? Entre les cours d'histoire et les stories Instagram, le 11 novembre, c'est comme le Wi-Fi. Il est important, mais on ne s'en souvient pas. Et donc, merci à vous et merci à l'équipe Tribun. Ah, ça finit comme ça. Merci Thomas. Merci Thomas. Merci Thomas. Disons Gabriel, nous on a Thomas. Ouais. Voilà, on a Thomas Limonture. Voilà, merci Thomas. Limontueur. Merci Thomas d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à Quentin. Merci à Quentin et Léonie d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Les votes, oui, pardon. Bah oui, le rire, mais les votes. Alors, la joute finale, qui a gagné? Oui. Je ferme les votes. Et donc, c'est Léonie avec 55% qui gagne. Bravo. Elle gagne. Élu tribun de la semaine. Ok, hein. Bravo Léonie, tu vois? Non, mais... Bah voilà.
Bravo Léonie de cette belle victoire, titre qui sera remis en jeu dans deux. Une réaction oui, peut-être Moi, je suis contente. Hein. Ouais. J'espère que c'est parce qu'il y avait mes copains qui m'ont regardé. Ah, ça a peut-être joué, mais Ah, enfin. peut-être que. Mais je sais pas, en vrai, je sais pas du tout parce qu'on a beaucoup de boulot. Ah, Ouais, on est. Non, les partiels c'est en janvier. mais même. Ah oui, beaucoup de boulot Ouais, la fin tous novembre. les DST là. C'est vrai qu'on a connu ça nous aussi quand on Ouais. était en licence. Bah, Ça On nous se- rajeunit pas. On se fait vieux maintenant. On se Bah fait vieux ouais. maintenant. Exactement. Donc merci à tous les deux. Merci. Ah oui, parce que parfois j'ai pu rire à l'antenne, c'est vrai, mais c'est à cause de ces énergumènes qui sont derrière et qui ont fait je ne sais quoi parce qu'on a eu des petits soucis. Voilà, Gabriel, Amanda, Maria, Théo, que je salue, Thomas, que je salue encore une fois. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débat. Et d'ici là, prenez soin de vous, dormez bien et faites la fête. Voilà. Salut!